Et c'est exactement ça, l'esprit du Yugen. Ne pas forcer les choses et à se révéler. Ne pas courir après des réponses définitives. Accepter que ce qui compte le plus dans la vie ne se laisse ni comprendre, ni posséder. Quand Watts racontait une anecdote, ce n'était jamais pour faire une démonstration. C'était pour te faire sentir quelque chose. Il parlait de la pluie sur les feuilles, du silence entre deux pensées, du moment où tu cesses de chercher. Il faisait du mystère un compagnon de route, pas une menace. Et là où d'autres cherchent à éteindre le flou, lui allumait des bougies autour. Il nous disait que l'essentiel se trouve justement dans ce qu'on n'ose pas regarder. L'impermanence, le non-savoir, la fluidité. Il riait de l'ego, se moquait gentiment de notre besoin de tout contrôler. Et dans ce rire, il nous rendait plus libres, parce qu'il savait que la vérité ne crie pas, elle s'insinue, comme une brume légère entre deux pensées. Watts n'a pas parlé de Yugen, il l'a incarné. Il y a des choses qui ne font pas de bruit quand elles s'en vont. Une présence qui glisse, une voix qui se tait, une lumière qui s'éteint sans prévenir. Et pourtant, dans ce départ, quelque chose reste, quelque chose de plus vaste que les mots. As-tu déjà observé le moment précis où une bougie s'éteint? Ce souffle invisible qui monte en fumée, cette danse fragile de la chaleur qui se dissipe. Ce n'est ni triste, ni joyeux. C'est autre chose. C'est le silence qui parle. Pour une fois, on nous a appris à mesurer la valeur d'une chose par ce qu'elle produit, par ce qu'elle montre, par sa capacité à être vue. Mais certaines vérités ne brillent que lorsqu'on ferme les yeux. Il y a des significations entières qui ne se donnent que dans l'absence. Une pièce vide raconte plus qu'un livre bien rempli. Le regard fuyant d'un être aimé dit plus qu'un discours. Une main qui ne touche plus laisse une trace bien plus puissante que 1000 caresses. Et pourtant, on fuit ce vide. On le comble, on le nie, parce qu'il nous confronte à l'idée que la beauté peut exister sans explication, sans justification, sans avoir besoin d'être saisie. Dans le silence, il n'y a pas de réponse. Et c'est précisément là que naît la profondeur. Un silence épais, qui respire, qui attend. Pas le vide comme une absence, le vide comme une présence subtile. Comme si l'univers lui-même retenait son souffle pour ne pas troubler l'instant. Ce que les yeux ne voient pas, l'âme peut parfois le sentir. Et ce que le langage ne peut traduire, le cœur peut l'apprendre en silence. Il y a une vérité dans l'éphémère, dans cette feuille qui tombe et que personne ne remarque, dans le dernier battement d'une chanson qui s'efface lentement, dans le vent du soir qui traverse la fenêtre sans demander la permission. Rien ne crie, et pourtant tout parle. Un jour, dans un village de montagne, un vieil homme sortit de chez lui au lever du soleil. Il portait une simple veste de coton, un bol en bois à la main et une expression paisible, presque effacée. Il ne parlait pas beaucoup, mais tout le monde disait que lorsqu'il regardait les choses, elles devenaient soudain plus belles, non pas parce qu'elles changeaient, mais parce qu'il voyait différemment. Ce vieil homme connaissait un mot ancien, glissé entre les souffles du Japon ancien, un mot que personne ne voulait vraiment expliquer. Ce mot, c'était Yugen. Yugen, ce n'est pas une chose, ce n'est même pas un concept, c'est une sensation, un frisson à l'intérieur, quelque chose qui te visite quand tu ne poses pas de questions, quand tu cesses de vouloir comprendre et que tu acceptes juste de ressentir. Yugen, c'est le vent qui traverse les branches et ne te dit pas d'où il vient. C'est le son d'une cloche dans la brume. C'est la silhouette d'un bateau qui disparaît dans l'horizon et ce petit pincement dans ton cœur quand tu sais qu'il ne reviendra pas. Ce n'est ni triste,
ni joyeux. C'est une mélancolie paisible, une révérence pour ce qui échappe, une reconnaissance discrète que tout ce qui est beau ne peut pas être possédé. Dans l'art japonais, Yugen se cache derrière l'encre d'un haïku. Il n'est pas dans les mots, mais dans l'espace entre eux, dans ce que le poète n'a pas dit, dans l'image qu'il n'a pas dessinée, mais que ton esprit complète tout seul. C'est cette beauté incomplète, imparfaite, inachevée, celle qui ne cherche pas à briller, celle qui se laisse deviner. Et peut-être que dans nos vies trop remplies, trop expliquées, trop pleines, il nous manque ce vide sacré, ce lieu où rien n'est clair, mais tout est juste, ce moment où l'on regarde la pluie tomber sans penser à sécher. Yugen est là dans chaque battement de silence, dans chaque geste qui ne veut rien prouver, dans chaque instant que l'on ose ne pas capturer. Ce n'est pas un mot à retenir, c'est une façon de marcher. Ce qui frappe chez Alan Watts, ce n'est pas seulement ce qu'il disait, c'est comment il le disait. Il n'enseignait pas comme un maître perché sur une montagne. Il parlait comme quelqu'un qui s'étonnait avec toi, comme un ami un peu décalé, qui riait au moment où les autres fronçaient les sourcils. Et pourtant, dans ce rire, il y avait une profondeur qui déroutait. Watts n'a jamais parlé de Yugen, du moins pas directement. Mais quand tu l'écoutes vraiment, tu te rends compte qu'il le respirait. À chaque phrase, à chaque détour, il laissait derrière lui une trace de ce mystère qui refuse d'être saisi. Il utilisait des métaphores comme on allume des lanternes dans la nuit. La vie est comme la musique, disait-il. Le but n'est pas d'arriver à la dernière note. Le but, c'est de jouer. Et là, sans en avoir l'air, il touchait le cœur même du Yugen. Il avait cette capacité rare de parler du monde sans le figer. Il refusait les définitions rigides, les doctrines fermées, les vérités en boîte. Pour lui, vivre, c'était danser avec l'inconnu. C'était dire « je ne sais pas » avec un sourire. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'humain est habité par une urgence muette, celle de tout recoller, comme si l'existence, par simple écart ou friction, nous lançait un signal d'alarme. Vite, ramène tout à l'état d'avant. Dès que quelque chose bouge, change, glisse de notre main, on panique. On veut recoller les morceaux, rapiécer l'ancien, restaurer l'image familière. C'est presque automatique, comme un réflexe de survie appris trop tôt. Il y a cette scène, banale mais révélatrice. Un couple se sépare après 10 ans. Le lendemain, l'un des deux ouvre l'album photo, relit les anciens messages, se surprend à réécouter une playlist qu'ils avaient faite ensemble. Pourquoi ? Parce que même la douleur du passé semble plus rassurante que le vide inconnu du présent. Ce n'est pas vraiment la personne qu'on veut faire revenir. C'est ce qu'on ressentait quand elle était là. C'est cette sensation de repère, d'orientation. On croit souvent que la stabilité, c'est ce qui nous maintient en sécurité. Comme si les choses devaient rester figées pour être fiables. Comme si la vie devait respecter les lignes droites qu'on a tracées en rouge dans notre esprit. Mais la vie ne marche pas comme ça. Elle pousse, elle plie, elle mute. Et chaque fois qu'on s'accroche à l'illusion de la permanence, on souffre. Pas à cause du changement en soi, mais à cause de la lutte intérieure pour revenir à ce qui était. Pourquoi avons-nous autant de mal à lâcher ce qui ne tient plus ? Peut-être parce qu'on a été conditionné à croire qu'un retour en arrière, c'est un retour à la paix. L'enfance nous a appris que réparer une erreur, c'est être sage. L'école nous a appris qu'un trait barré devait être corrigé. Et le monde adulte nous a appris que ce qui échappe à notre contrôle est un danger. Mais la vie ne se laisse pas gérer comme une machine. Elle n'obéit pas à nos scénarios. Elle se tord, elle s'efface,
Elle recommence ailleurs. Pourtant, on veut la faire revenir, comme un disque rayé qu'on remet au début pour réécouter la même chanson, même si elle ne nous fait plus vibrer. Il y a dans cette obsession de réparer une peur que personne n'ose vraiment nommer, la peur du vide, de l'informe, de ne pas savoir où aller, ni qui être sans les contours familiers de ceux qu'on connaissait. Et alors on résiste, on pousse, on tire, on insiste, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la vie, dans un murmure ou un chaos, nous montre que ce qui partait n'avait peut-être jamais l'intention de rester. Imagine un fleuve, large, paisible, ancien. Il coule depuis toujours, sans but ni destination, simplement parce que c'est sa nature. Maintenant, imagine un homme qui, au lieu de se laisser porter par ce courant, décide de nager à contresens. Il bat des bras, il s'épuise, il crie à l'injustice du courant. Et pourtant, le fleuve ne l'écoute pas. Il coule. Toujours. C'est exactement ce qu'Alan Watts observait dans notre manière d'exister. Il disait, avec ce calme désarmant, la résistance au changement est la racine de toute souffrance. Pas une figure de style, pas un slogan à méditer en surface, une vérité viscérale, plantée au cœur de notre mal-être moderne. Nous résistons à tout, à l'impermanence, au vieillissement, aux fins naturelles. On résiste à l'amour qui se termine, à l'enfant qui grandit, au corps qui nous trahit. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette lutte ne freine rien. Elle ne ralentit pas le monde. Elle ne modifie pas les saisons. Elle ne fait qu'ajouter de la douleur à ce qui aurait pu être simplement un passage. Watts l'avait compris. Notre obsession du contrôle est notre plus grande illusion. Nous croyons que si nous mettons assez d'efforts, assez de logique, assez de volonté, nous pourrons tout maintenir en place, comme si la vie était une scène de théâtre et nous les metteurs en scène. Mais la vie n'a pas de script. Et surtout, elle n'a pas besoin de notre autorisation pour changer d'acte. C'est là que Watts nous invite à faire un pas de côté, non pas vers la passivité, mais vers la souplesse. Il ne prêche pas le renoncement stérile, il propose l'alignement. Il ne dit pas « abandonnez tout », mais cessez de vous battre contre ce qui est, car c'est dans cette lutte que naît la douleur, pas dans le changement lui-même. Le changement est neutre, naturel, comme les vagues de l'océan. Ce qui nous brise, c'est la tentative de les figer, de les transformer en rochers. Mais une vague n'est pas faite pour être arrêtée, elle est faite pour être sentie, suivie, parfois même traversée. Alan Watts nous tend la main depuis une rive invisible. Il murmure « Vous êtes l'eau, pas le barrage. Laissez-vous aller. » Et c'est peut-être là le plus grand soulagement qu'un esprit puisse recevoir. On n'est pas responsable de tout retenir, seulement d'apprendre à flotter.